Je suis David Soulet, je travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. Le conservatoire, c'est des structures associatives, il y en a une dans chaque région française ou presque. En Occitanie, on est 150 salariés quand même. Et j'ai la lourde charge je suis responsable de la thématique invertébrée dans cette structure. Et l'activité principale des conservatoires, c'est de rechercher des terrains où il y a des enjeux particuliers pour la biodiversité. Si possible, de les acheter. On n'a pas de droit de préemption particulier ou quoi, mais quand les propriétaires sont vendeurs, on réussit à trouver des moyens pour acheter. On est soutenu pour ça. Quand on ne peut pas acheter, parfois on fait des partenariats pour préserver des terrains où, pareil, il y a des enjeux pour la biodiversité. C'est souvent des zones humides, c'est parfois des prairies où il y a des enjeux papillons, des enjeux insectes. C'est de plus en plus des forêts, surtout des forêts naturelles et des forêts plutôt anciennes, où il y a aussi des enjeux de biodiversité remarquables. Et plein d'autres choses. On travaille sur 30 000 hectares en Occitanie, ce qui est assez gros. En propriété, on a plus de 1500 hectares. Voilà. Je ne vais pas m'étendre beaucoup, je vais vous parler de papillons juste après. Et les panneaux sont remarquables, il y a plus de choses sur les panneaux que ce que je vais vous raconter moi. Mais je vais vous faire il y a quand même un petit panorama sur ce qu'on peut faire sur le sujet des papillons et ce que le conservatoire fait avec d'autres partenaires. Et puis aussi je pense que vous êtes alerte là-dessus, mais pour vous parler des problèmes que rencontrent ces insectes, puisque comme malheureusement bien d'autres espèces sauvages, ils ont des soucis, voilà, avec en particulier les activités humaines. Bon, mais c'est parti. Je vous fais juste des généralités sur les insectes parce que j'ai vraiment intellectuellement du mal à séparer les papillons du reste. Donc les insectes au niveau mondial, c'est 70% de la biodiversité animale connue. Il y a 1,3 million d'espèces décrites à ce jour. Il y a des estimations qui tournent entre 10 et 100 millions. Donc on est très loin encore on découvre plus de 10 espèces par jour. Ça peut aller sur certains groupes jusqu'à 1000 espèces par an. Et donc on est loin. C'est pas juste pour faire plaisir aux scientifiques qu'on dit ça. On est loin de tout connaître. Et j'ai même des collègues qui décrivent des espèces encore ces temps-ci, sur les araignées par exemple. Évidemment, les insectes ont un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes en tant que ressources alimentaires pour toutes les espèces supérieures, des vertébrés, mais d'autres insectes. Les insectes se mangent entre eux, les araignées mangent les insectes, il y a des mollusques qui mangent les insectes. Enfin, c'est évidemment tout un complexe du vivant qui est d'une complexité abyssale. Ils participent évidemment à la pollinisation, vous devez le savoir. Il n'y a pas que l'abeille domestique, loin de là. Il y a une publication qui date de moins d'1 an qui a montré que les papillons de nuit, qu'on évoque assez peu souvent sur la pollinisation, ils pourraient contribuer jusqu'à plus de 40 fois à la pollinisation des fleurs sauvages que les abeilles domestiques. Donc il faut soutenir les apiculteurs qui subissent des préjudices bien sûr à cause de certains fléaux que sont l'agriculture industrielle et certains pesticides. Mais il n'y a pas que les abeilles domestiques qui font de la pollinisation, loin de là. Ils participent à la formation des sols. Dans un gramme de sol, il y a jusqu'à 1 milliard d'êtres vivants. Et c'est pas que les insectes, évidemment, il y a aussi des bactéries. Mais les insectes et les arthropodes sont présents partout dans le sol. Et ils participent au recyclage de la matière organique. Et c'est grâce à eux qu'il y a de la fertilité aussi dans les sols et qu'on peut avoir de la nourriture. Les insectes participent à la régulation d'autres espèces qui peuvent être problématiques. Il y a des insectes qui sont problématiques pour l'agriculture et il y a des insectes qui sont des prédateurs de ces parasites. Et donc ils ont un gros rôle de régulation en termes de parasitisme et donc de prédation d'espèces ravageuses. Donc je vais passer à la suite. Par exemple, en Europe, 80% des espèces végétales cultivées ou sauvages dépendent de la pollinisation par les insectes. Ce qui est énorme. Donc c'est un intérêt économique majeur. Il y a eu une estimation en 2005. La production agricole alimentaire, les insectes jouaient un rôle dans 10% de cette production. C'est un chiffre énorme. On commence à perdre 10% de la production alimentaire parce qu'il y a moins d'insectes. Ça va être un peu le cataclysme. J'enchaîne. En ce qui concerne les menaces, c'est des espèces qui
sont pour beaucoup sensibles aux pollutions et aux modifications de l'environnement. Il y a des études malheureusement de plus en plus nombreuses, jusqu'à la nausée. Pour les gens qui travaillent sur le sujet, je peux vous dire que j'adore mon métier, je me régale, mais j'en prends aussi, entre guillemets, je vais vulgaire plein la gueule quand il y a les publications scientifiques qui nous disent que tout est en train de s'effondrer. Voilà. Donc en Allemagne, il y a eu une étude pendant 27 ans qui est sortie en 2017, qui est assez récente. Donc ils ont perdu 76% des insectes volants en biomasse, c'est-à-dire la quantité d'insectes pesés dans une balance, en 27 ans, donc 76% de diminution, dans des espaces protégés, soi-disant. Enfin, soi-disant, entre guillemets. C'est-à-dire c'est des espaces où il n'y a pas d'agriculture intensive, pas d'urbanisation, pas de perturbation directe. Les papillons de jour qui sont suivis à l'échelle européenne, surtout les papillons de prairie, ils ont diminué de 60%. Alors, y compris dans des prairies qui visuellement n'ont pas bougé, mais après les prairies ont beaucoup morflé aussi, un peu comme les zones humides, elles ont diminué de plus de moitié en Europe sur les 15 dernières années. En France, pour l'instant, on a une espèce de papillons de jour disparus, 16 espèces menacées de disparition. Donc ça, c'est ce qui est dans la liste rouge des papillons de jour France métropolitaine. Les listes rouges, c'est des documents, enfin, c'est des études qui évaluent les menaces qui pèsent sur chacune des espèces. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est l'abrégé de l'UICN, qui travaille sur ces sujets. Et ici en Occitanie, on a fait le même travail sur les papillons de jour. J'en parlerai après, je ne m'étends pas là-dessus. Donc voilà, donc il y a une liste rouge, c'est une liste rouge des menaces qui passent sur les papillons de jour. Alors il y a un exemple pour l'Aquitaine, 35 espèces de papillons de jour menacées de disparition sur les 180 espèces qu'ils ont. Donc ça fait du 1/6 des espèces qui sont menacées. On peut poursuivre. Juste des généralités sur les papillons. Donc ils appartiennent à l'embranchement des arthropodes, c'est-à-dire c'est des animaux qui ont des pieds articulés et un corps articulé. Le sous-embranchement des hexapodes, hexa c'est 6, donc ils ont 6 pattes. La classe des insectes et le super-ordre des holométaboles. C'est barbare un peu tout ça, mais c'est important de le savoir. Les holométaboles, c'est les êtres vivants qui ont une métamorphose complète. Alors, vous connaissez les mouches, la larve c'est un asticot, ça ne ressemble pas du tout à l'adulte, donc il y a une métamorphose complète. Les mouches sont des holométaboles. Le papillon, sa larve c'est une chenille, elle ne ressemble pas du tout à l'adulte, il y a une métamorphose complète. Si vous prenez les punaises, les petites punaises quand elles sortent de l'œuf, elles ressemblent aux adultes. C'est une métamorphose incomplète. Il y a aussi des criquets qui ont une métamorphose incomplète. Donc chez les biologistes, il y a un classement qui se fait aussi sur le mode de développement qui se fait comme ça. Les premiers fossiles de papillons, ils remontent environ à 200 millions d'années. C'est pareil. Homo sapiens, c'est 1 million d'années. On les trouve partout, sauf en Antarctique. Sinon, ils sont absolument partout sur la planète. Et la quasi-totalité sont phytophages, c'est-à-dire qu'ils consomment des végétaux. La larve consomme des végétaux et l'adulte se nourrit ensuite de nectar pour la plupart. Certains papillons ne se nourrissent pas avec l'adulte. Ils n'ont même pas de tronc. On peut enchaîner. Les papillons, c'est 180 000 espèces dans le monde. Tout confondu, papillons de nuit, papillons de jour. 7 000 espèces en Europe, un petit peu plus. 5 000 en France. Donc on voit que la France, par rapport à l'Europe, c'est pas rien. On a plus des 2 tiers de la diversité européenne sur le territoire métropolitain. Quand je dis France, c'est métropole. 270 repas d'Auxerre. Les repas d'Auxerre, c'est les papillons de jour. C'est un mot qui est plus utilisé, mais on continue il est plus valable, à vrai dire. On continue à l'utiliser parce que c'est pratique. C'est les papillons, c'est pas que ceux qui volent le jour, mais c'est les papillons qui sont colorés, qui posent des ailes à plat, comme ce que vous avez vu pour la plupart, pas que sur les panneaux ici. Et le reste donc des 5000 espèces, c'est les papillons de nuit. Et chez les papillons de nuit, il y a ce qu'on appelle des macro-papillons de nuit, il y a 1600 espèces, et il y a les micro-papillons de nuit qui sont minuscules, ce qu'on appelle vulgairement limite. Et là, il y a plus de 4000 espèces. Voilà. Et qui sont très difficiles à étudier. Il faut souvent, malheureusement, les euthanasier pour regarder sous le microscope. La science peut être un peu cruelle. En Occitanie, on a 247 espèces de papillons de jour. Parmi lesquels quelques papillons qu'on pourrait croire de nuit, mais qui volent le jour, comme ceci. Ça, c'est des papillons nocturnes, normalement, mais qui volent le jour.
Il y a les hygiènes, vous avez dû en voir sur le panneau des papillons rouges et noirs. Et donc dans les 245 espèces de papillons de jour, on compte une trentaine de zygènes. Sinon, il y a 211 espèces d'europalocéa, de strictement papillons de jour, soit 80% quand même de la faune de France, ce qui est monumental. C'est une énorme responsabilité. La région est immense, il y a des contrastes paysagers assez conséquents, ce qui explique ça, avec la Méditerranée, etc. Il y a quand même 105 espèces qui sont considérées comme menacées ou quasi menacées. Quasi menacée, la nuance est importante, c'est qu'elle ne rentre pas dans la liste rouge, mais par contre il y a des problèmes. Et à la prochaine révision de la liste rouge, celle-ci date de 2019, il y a une erreur. Et la prochaine révision, c'est tous les 10 ans, donc en 2029, on révisera et il y aura probablement de ces espèces quasi menacées qui vont rentrer dans la liste rouge au sens propre, ce qui est de plus en plus inquiétant. 43% des papillons d'Occitanie ont subi un déclin suffisamment notable pour qu'ils soient intégrés dans une liste rouge. Je ne vais pas vous déprimer. Un peu de baume au cœur, juste quelques illustrations. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Oui, vous connaissez? Oui. C'est quoi? Un grand Mars change. Non, mais on en a observé un. Un grand? Alors, un grand, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être petit alors. Bon, ça, c'est une lueur d'espoir. C'est un papillon qui a été menacé il y a encore, je crois, une dizaine d'années, qui reprend du poil de la bête, qui reprogresse un peu en France. Il se reproduit sur des sols et le sol, c'est un arbuste qui colonise des coupes forestières. Et comme on a pas mal défriché et qu'il y a des zones un peu en déprise, c'est un papillon qui bénéficie un peu de la progression de la forêt en France, qui est magnifique, c'est un très gros papillon comme ça. Et il n'est pas bleu, c'est une illusion d'optique. Ses ailes reflètent seulement les ondes bleues. Sinon, selon comment on le regarde, c'est la réfraction de la lumière. C'est-à-dire que la structure des ailes des papillons, c'est des petites écailles comme des pulls sur un toit, qui ont des capacités de réfraction de la lumière comme un miroir, sauf que ça filtre certaines longueurs d'onde. Ça peut filtrer les infrarouges, la lumière, la longueur d'onde du rouge, du jaune, parfois du bleu. Et lui, il reflète le bleu, il absorbe le rouge. Et donc, selon l'angle, il peut être tout noir comme tout bleu. Le fameux Azurellus serpollet qui est connu à Valma et il y a un projet de protection en cours sur cette bête. Pourquoi? C'est un papillon qui est protégé par la loi, qui bénéficie de mesures de protection et qui pourrait peut-être bénéficier d'un arrêté de protection biotope sur la commune. Pourquoi est-ce qu'il est menacé? Pourquoi on s'intéresse à lui? C'est parce que c'est des papillons qui ont une biologie très particulière. C'est que leur chenille, pour pouvoir se développer et donner un papillon, elle a besoin d'être prise en charge par des fourmis. On parle de papillons myrmécophiles. Et donc le papillon va pondre son œuf comme tous les papillons sur la plante qui va nourrir la chenille. Sauf que là, la chenille va se nourrir pendant 2-3 semaines sur la plante. Elle va se laisser tomber au sol et elle va être adoptée en se faisant passer pour une larve de fourmi. Elle va être adoptée par des fourmis qui vont s'en occuper jusqu'à ce qu'elle devienne papillon. Et la chenille, elle se fait passer pour une larve de fourmi. Et entre les deux, il n'y a pas de problème de dimension? Des problèmes de dimension, parce qu'elle doit grossir. Ah oui, mais l'imitation des odeurs et du comportement est tellement parfaite que les fourmis la protègent jusqu'au bout, et la chenille se nourrit de larves de fourmis. Vous allez avoir une autre image des papillons maintenant. C'est à la limite du terrorisme. On est là, c'est du parasitisme. Et donc cette écologie particulière, parce qu'en plus c'est pas avec les espèces de fourmis. Celui-ci il est lié à 2 espèces de fourmis, une seule connue en Occitanie. Donc il faut qu'il y ait la plante pour lui. Celui-là il pond en montagne il pond sur le thym serpollet, et par ici plutôt sur l'origan, la fameuse herbe aromatique qu'on met sur les pizzas, et qui pousse spontanément ici. Et donc il faut qu'il ait la plante, il faut qu'il ait la fourmi, ça commence à faire beaucoup. Donc il a beaucoup décliné,
Et du coup, il est protégé désormais. Et voilà. Toujours la même espèce, c'est un accouplement. Le mâle est en bas. Il est même plus accroché à la fleur. Ça, c'est un des papillons les plus menacés d'Europe. Il est plus présent que sur 2 sites en Occitanie, tout dans les Hautes-Pyrénées. C'est pour ça que je l'ai mis, je viens de là. Mais... C'est un papillon qui est lié aux zones humides. Il est encore assez présent dans les Landes de Gascogne. C'est le Fadet des Lèches. On le trouve que dans vraiment des marais très humides. Des marais à Moligny. La Moligny, c'est une graminée qui pousse en zone humide et qui fait des grandes touches comme ça. C'est des milieux complètement impraticables où on manque de se noyer tous les 2 mètres. Mais ce papillon, il est plus que là-dedans. Donc il est assez présent dans les Landes de Gascogne. Mais sinon, il s'est effondré partout en Europe. Et en Occitanie, il reste 2 endroits où on le trouve. La tourbière du lac de Lourdes, qui est la partie en propriété du conservatoire d'ailleurs. Et puis le camp militaire de Gers, sur le plateau de Gers, entre Tarbes et Pau. Et bon, là, on ne sait pas ce que ça va donner avec le climat, mais on est très inquiet pour cette espèce. Qui est magnifique. Hein. Ouais. Un autre petit papillon des milieux humides, le cuivré des marais, qui est moins menacé, mais malgré tout, comme il est lié aux zones humides et que les zones humides, on les a toutes, si ce n'est, il en reste 20% de ce qu'on avait il y a 50 ans. Voilà. Il a quand même bien décliné. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On pond sur des oseilles, de la patience sauvage. Voilà. Et ça, c'est un mâle qui sont très territoriaux. Ils attaquent tout ce qui passe, y compris les humains. Alors qu'il fait 1,5 cm dans l'armure, il attaque les zones aussi. Ouais, il ne fait pas grand mal. Mais... Le damier de la subside, donc je ne vous ai pas tout dit, mais c'était, à part le premier, tous c'est des papillons protégés par la loi. Donc pas de capture, évidemment pas les tuer, même pas les attraper. Hein. Il faut des autorisations pour les avoir dans le filet. Donc celui-ci c'est le damier de la subside. Celui-là c'est un papillon qui est généralement plutôt lié au milieu sec, mais pas que. Il peut aller aussi sur une... C'est compliqué. Mais il pourrait, je ne crois pas qu'il soit recensé à Balma, mais il pourrait. Il pourrait être présent. Et lui, il est protégé par la loi, au niveau européen aussi. Et ces chenilles sont dans leur première partie de leur croissance et sont grégaires, elles vivent en nid. Elles font même un nid en soie, puisque les chenilles de papillons ont des glandes à soie, comme les araignées, c'est pas un bon exemple parce qu'elles ont des glandes à soie à l'abdomen, elles ont des glandes à soie dans le mandibule, à côté du mandibule. Donc elles produisent de la soie, elles sont capables de faire un nid pour se protéger. Comme plusieurs papillons de nid, le ver à soie, dont vous avez entendu parler, qui fait la soie, le textile, est une chenille de papillon, qui se nourrit de mûrier, d'Asie, de Chine. Et là, chez les papillons de jour aussi, il y a des chenilles qui font des nids en soie. Et donc elles sont grégaires, elles vivent en groupe et elles se dispersent après pour la dernière phase de leur croissance et puis pour aller faire leur cocon ailleurs. Alors, j'attends que vous me posiez plein de questions. Je ne vais pas faire que parler, mais que faire pour préserver, je vais dire un peu des généralités, donc si vous avez des questions plus précises, en tout cas pour les insectes, il faut favoriser les habitats. C'est le nerf de la guerre. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, il faut essayer de limiter l'entretien d'une partie de son jardin. Il ne faut pas hésiter à laisser la flore spontanée se développer, quitte à la faucher une fois par an, plutôt à l'automne, mais si possible, pas toutes les semaines, sauf si vous avez des actions chez Jardiland. Voilà, il faut laisser la flore s'exprimer, et puis pas tout matraquer, parce que la vie sauvage, elle s'exprime que quand elle est libre. Donc voilà, avoir une diversité de plantes locales, nectarifères ou non. Alors il faut être en capacité de savoir ce qui est local ou pas, mais si ce n'est pas vous qui avez planté, il y a de bonnes chances que ça soit local. Il y a aussi des espèces invasives, effectivement, qu'on a du mal à contrôler. Favoriser des abris pour les insectes, c'est quoi? Ça peut être laisser quelques branches mortes, parce qu'il y a pas mal d'espèces qui passent l'hiver, qui se réfugient dans le bois mort. Il y a certaines variétés comme le sureau,
C'est un arbuste dont les tiges sont... il y a une moelle très creuse dedans. Il y a beaucoup d'espèces qui aiment se réfugier dedans. Je ne vais pas vous conseiller les bambous, même si on les retrouve dans les hôtels à insectes, parce que les bambous c'est invasif et puis c'est pas autochtone. J'ai rien contre les étrangers, attention. Limiter la pollution lumineuse, ça, s'il y a quelque chose à faire auprès de la commune, c'est de sensibiliser la municipalité à ce sujet-là. Vous le faites, c'est parfait. C'est parce que c'est un gros problème, surtout pour évidemment les insectes nocturnes, qui peuvent être fortement affectés par l'éclairage nocturne. En quelques années, on peut vider une région en installant un stade de foot qui a une halogène de 3000 watts. Vous videz à 3 km à la ronde, il n'y a plus rien. Ils se font tous cramer la gueule. Bannir totalement, c'est même plus limiter les herbicides, insecticides, tout ce qui est pesticides. En plus, il y a une réglementation, théoriquement les particuliers n'ont plus accès à la plupart des pesticides désormais. Mais je sais qu'il y en a qui vont en Espagne faire leurs courses parce que c'est tellement plus pratique. Voilà. Favoriser les essences locales, j'ai déjà dit. Et puis ça, c'est peut-être presque le plus important parce que c'est ce qui a un impact sur les plus grandes surfaces, quelque part. C'est de soutenir une agriculture locale, c'est de réfléchir à ce que vous achetez à manger. Et agriculture locale, je ne vais pas faire de la promo pour l'agriculture bio et tout ça. Ils ont besoin d'aide, en plus, il y a beaucoup d'agriculteurs bio. Mais c'est le nerf de la guerre. La plus grosse menace sur les insectes et sur la biodiversité sauvage en général, c'est l'agriculture, la sylviculture en France. Même devant l'urbanisation, pourtant on urbanise encore à tout va. Là j'ai mis un lien d'un site qui propose des listes d'espèces sauvages pour planter. Et puis vous pouvez aussi vous impliquer en devenant bénévole au conservatoire ou dans d'autres structures qui font de la préservation des espèces. Le conservatoire avec son partenaire l'Office pour les insectes et l'environnement, l'OPILA ici, bravo. On a été missionné par le ministère de l'écologie, comme dans d'autres régions françaises, pour décliner le plan national d'action pour le papillon de jour. C'est un terme un peu pompeux, mais après on fait des choses. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est David contre Goliath. Mais on fait des choses. Donc on a écrit un plan d'action pour les papillons dans la région. Les plans nationaux d'action, c'est des plans d'origine insufflés par le ministère de l'écologie, qui sont construits de façon collaborative par plusieurs structures. Les structures en général, les plus spécialisées sur des sujets. Il y a le Conseil national de protection de la nature qui valide ces documents. C'est mis en œuvre sur 10 ans. Et ensuite, quand on le décline en région, parce que donc il y a un plan national qui se décline ensuite dans les régions. Et dans les régions, il y a le plan qui est adapté aux enjeux spécificités régionales, où aussi on mobilise des ressources et des connaissances régionales. Et là, ce qu'on a fait en Occitanie, c'est qu'on a, vu qu'il y a beaucoup d'espèces, on a eu une approche par cortège et une approche biogéographique. Je vous le disais tout à l'heure, 211 espèces d'europalocères et 34 de zygènes. Les zygènes, c'est des papillons nocturnes, mais qui volent le jour. Donc, biologiquement, ils sont rattachés aux papillons de nuit. Les papillons de nuit, ça ne veut rien dire. Les papillons de jour non plus, d'ailleurs. Mais morphologiquement, c'est des familles qui sont classées dans les papillons de nuit, et eux, ils volent le jour, donc on les a traités dans ce plan-là. Donc l'Occitanie, 80% des espèces françaises, avec des vrais hotspots de diversité et d'endémisme. L'endémisme, vous voyez ce que c'est? C'est quand on trouve une espèce, c'est pas un seul endroit dans le monde. Dans les Pyrénées, il y a de nombreuses espèces qu'on ne trouve que dans les Pyrénées. Il y a des papillons des Pyrénées, il y en a plusieurs. Donc il y a des hotspots évidemment sur les Pyrénées centrales, Hautes-Pyrénées, Pyrénées orientales et frontières liégeoises avec l'Andorre ici, Massif central, etc., Corbière, avec des vrais hotspots de biodiversité à papillons. Donc, enchaîner. Il y avait déjà des plans d'action dans les ex-régions. À l'époque, en Alto-Roussillon, ça concernait que 3 espèces avec 19 actions, et en ex-Midi-Pyrénées, il y avait 25 espèces et 26 actions. Ces plans, ils ont permis justement de travailler sur une liste rouge régionale
Donc ce qui est en vert, c'est que ça va, 47%. Et tout le reste, c'est ce qui est presque menacé ici. Ou alors vraiment menacé, vulnérable, en danger, danger critique, voire carrément éteint. Voilà. Donc il y a 2 espèces qu'on ne trouve plus dans la région, ça ne veut pas dire qu'elles sont éteintes pour la science. Enfin, elles ne sont pas éteintes complètement, elles ne sont plus en Occitanie. Il y a 7 espèces en danger critique, 31 en danger quand même, 19 vulnérables, et les quasi menacés, 48 espèces. On a été un peu sévère parce que dans ces 48 espèces, il y en a beaucoup qui vivent en montagne et les évolutions climatiques nous font craindre, alors qu'à ce jour, c'est des espèces encore assez connues, mais les évolutions climatiques nous font craindre des déclins rapides. Donc on a voulu anticiper. Il y a environ la moitié des 48 espèces là, qui sont des papillons d'altitude. Qui aujourd'hui vont à peu près bien. Il y a l'Apollon par exemple. L'Apollon, c'est un grand papillon emblématique qu'on trouve dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans les massifs montagneux d'Europe. Là où il est présent, il est encore abondant, mais il remonte, et les montagnes s'arrêtent un jour. Voilà. Les menaces, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en remets une couche, ça fait pas de mal. Modification, destruction des habitats, sylviculture intensive, c'est 95% de la sylviculture pratiquée en France. Le remembrement, la disparition des prairies maigres et fleuries permanentes, l'urbanisation, aménagement, même les casse-cailloux, puisque il y a dans le massif central et ailleurs, maintenant ils cassent les cailloux dans les prairies pour avoir plus de pâturage. Et pourquoi c'est un problème? C'est une machine qui va casser par exemple, vous avez une prairie, il y a des rochers qui affleurent. Et ils vont passer une machine pour casser ça, pour qu'il y ait avoir plus d'herbe encore. Bien, en général, c'est des zones qui bénéficient aux insectes en général parce qu'il fait plus chaud. Donc si c'est sous des climats de frais, il y a des espèces il y a des plantes un petit peu comme la chaleur qui vont pousser à proximité, des sédones, des plantes grasses et tout ça. Il y a certaines espèces d'insectes qui sont heureuses de ça. Et puis il y a des adultes qui vont profiter de la chaleur du caillou qui est accumulée pendant la journée, qui vont profiter la nuit, ou pour se réchauffer le matin, etc. Donc c'est des rôles qui pourraient ressembler à une vie. Ça participe à la vie. Les pratiques inadaptées, les fauches trop précoces ou trop intensives ou trop rases, le pâturage trop intensif ou au contraire trop de déprise, les écobuages qu'on connaît bien dans les Pyrénées, les gyrobroyages intensifs, les pollutions diffuses. Diffuses, c'est presque un gros mot parce qu'on est plus dans le diffus maintenant, c'est parfois du général, donc pesticides, les engrais, l'embroussaillement avec la déprise, le changement climatique, les renouvellements en hiver, les coups de froid printanier tardifs, sécheresse et canicule. Tout ça, on en a déjà parlé. Dans le plan d'action, il y avait 67 espèces qui étaient ciblées, 23 que le plan national nous avait entre guillemets imposé, puisque au niveau national, il regarde toutes les espèces de France, il classe celles qui sont vraiment menacées à l'échelle nationale, et ils nous disent en Occitanie, vous en avez 23, donc celles-là on les prend d'office. Et après, ils nous laissent la liberté d'en sélectionner, et on en a sélectionné quand même 57 qui sont à notre sens menacés. Et ça représente 7 éco-complexes. Les éco-complexes, c'est des regroupements de papillons, les papillons des prairies, je parle après, les papillons des oliviers, etc. Voilà les éco-complexes, les habitats ouverts thermophiles méditerranéens, les habitats ouverts thermophiles sub-méditerranéens mésophiles, c'est du jargon. Voilà. Les habitats ouverts thermophiles d'Écosse sous landstépique, on a fait tout ce travail sur la base des listes d'espèces en fait. Les habitats ouverts de montagne, humides de plaine, des bois clairs, forêts et lisières. Et puis on a travaillé avec des fiches. On peut enchaîner. Les grandes actions, c'est de l'amélioration des connaissances. Et on va travailler pour améliorer la connaissance sur certaines espèces qui sont encore trop méconnues, sur les espèces, sur les menaces, sur les évolutions de population, donc on va sur certaines populations, des actions de gestion, conservation et protection. Je vous en parlais tout à l'heure, mais voilà, le conservatoire, on va acheter on connaît plusieurs sites où il y a des vrais enjeux pour la conservation des papillons en Occitanie. On va essayer d'aller acheter des terrains, on en achète d'ailleurs.
Et puis il y a d'autres structures qui adaptent leurs pratiques de gestion sur leur site. Il y a tout un travail qui est fait sur les aspects de gestion, de conservation et de protection. Protection, ça peut être, là on ne travaille pas ensemble, mais si vous faites quelque chose pour la protection aussi, vous pourriez être rattaché au plan d'action. Vous pourriez avoir dans une démarche comme ça, vous pourriez être appuyé par le plan d'action. Hein. Oui, on en parlera. Donc voilà, vous faites en cavalier, pas en cavalier seul, mais presque. Oui. Mais là, avec notre partenaire de l'Office pour les insectes et l'environnement, on peut vous appuyer. Là. Alors financièrement, on peut monter des dossiers de subvention, mais en tout cas, on peut en rediscuter de façon plus approfondie pour appuyer le sujet. Avec plaisir. Même si, et ça n'enlève rien à ce que vous êtes en train de faire, même si la jurée du Serpolet par exemple, c'est pas le plus menacé des papillons d'Occitanie. Donc pour nous, c'était pas la priorité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous aider. De la sensibilisation et de la formation, c'est ce que je fais aujourd'hui. On diffuse le plan d'action, la liste rouge, on parle dans les médias, on intervient dans des écoles, on intervient auprès de collectivités, on fait plein de choses dans ce sens. Et le reste, c'est de l'administratif. Et un petit peu plus en détail, les fiches actions pour les connaissances, donc de l'inventaire, de l'amélioration des connaissances, l'évolution de population, valoriser les connaissances, bon, tout ça je le dis. Gestion, conservation, améliorer la prise en compte des espèces dans les espaces naturels gérés, oui, parce que même auprès de mes collègues, je donne des consignes sur la fauche, sur pas mal de choses. Donc, c'est un plan qui a aussi des répercussions sur nous-mêmes. Oui, la jurée Serpolet n'est peut-être pas une priorité à l'échelle régionale, mais on est dans une métropole. Oui. Et l'anthropisation est en marche. Bien sûr. La zone là est menacée par divers projets. Et donc, c'est peut-être un peu plus important. Enfin, je sais pas. Bien sûr. Après, on en rediscutera, mais on ne pourra pas mettre des moyens énormes, des moyens humains énormes là-dessus, parce que la pile des sujets, donc c'est pas que ça va vous venir en dernier, c'est pas ça, mais voilà. Et c'est pas comme si c'était sur le tas des délèches où on va vraiment dans l'âge critique. Donc la jurée Serpolet, il est MT, je crois, même pas. Il est MT. Bon, voilà, en gros. Et après, merci.